Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Je m'excuse de ce petit retard, c'est à cause du mois sacré. Je vous souhaite un bon ramadan. Je vous souhaite aussi un très grand courage pour la préparation des examens qui s'approchent. Et j'espère que vous êtes bien reposés ces derniers jours. Alors aujourd'hui dans cette séance, je vais vous parler de quelques figures de style qu'on rencontre dans le dernier jour d'un condamné. Je m'adresse toujours aux premières années bac. Avant donc d'expliquer, je vous donne un exemple extrait du dernier jour d'un condamné. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, seule et jalouse, chassant toute distraction et me secouant de ses deux mains de glace. Alors, si je relève les adjectifs attribués à la pensée, une pensée infernale, seule et jalouse, caractérisée par seule et jalouse. Normalement, ces adjectifs, on les attribue à des personnes ou à une personne. Que désignent les noms qui peuvent être sujets de ces verbes? Et bien sûr, c'est des personnes. On ne dit seul pour une personne, jalouse pour une personne aussi. De ses deux mains de glace, la pensée infernale secoue le condamné de ses deux mains de glace. En principe, une pensée a-t-elle des mains? Bien sûr que non. Quels sont les êtres qui ont des mains? Eh bien sûr, ce sont les êtres humains. En parlant de la pensée, le narrateur lui attribue les traits d'une personne. On appelle cela une personnification. Quel effet crée-t-elle dans le style? Elle marque le lecteur en transformant l'inanimé en un être vivant. Deuxième exemple. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. De combien de propositions se composent ces exemples? Eh bien, on trouve deux propositions. Les sujets, vous avez mon corps, mon esprit. Le verbe, vous avez le verbe être et le verbe être. La préposition, vous avez dans la première phrase au faire et dans la deuxième en prison. Et le lieu dans un cachot et dans la deuxième dans une idée. On peut toujours dire un chaos ou un cachot. Alors, quels sont les compléments des lieux? Dans un cachot, dans une idée. Mon corps dans un cachot, sont-ils concrets ou abstraits? Ils sont bien sûr concrets. Et mon esprit dans une idée, ils sont abstraits. Comment on peut comparer la construction syntaxique de ces propositions? Elles ont la même construction. On appelle cette figure de style le parallélisme. Quel effet cette figure de style crée-t-elle chez le lecteur? Elle sert à rythmer la phrase, à mettre en évidence une similitude, une opposition. Quel effet crée-t-elle ici dans la phrase? Elle rythme la phrase et met en évidence une similitude, une certaine ressemblance. Voilà donc les deux figures de style qu'on trouve souvent dans le dernier jour d'un condamné. Alors la personnification donc est une figure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que la personnification est une figure de style qui consiste à évoquer un objet, un animal ou une idée abstraite sous les traits d'une personne. Son effet est de marquer le lecteur en lui donnant un sentiment et une vie à ce qui n'en a pas. Le parallélisme est une figure de style qui consiste à faire se succéder des groupes de mots dont la construction syntaxique est identique ou au moins semblable. Ces effets sont divers: rythmer la phrase, mettre en évidence une similitude ou une opposition. Exercice.
Voici quelques phrases où vous pouvez relever les figures de style qu'on vient d'étudier. Le vent était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Alors, le vent avec une voix. Normalement, la voix, on parle d'un homme, d'une personne. Voilà une personnification dans cette phrase. C'est Daudet. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. C'est Baudelaire. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Alors, Baudelaire était très malade, il avait beaucoup de douleurs, et donc elle lui parle comme s'il parle à une personne qui le torture. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Vous voyez ici, la personnification est très claire. Pâle étoile du soir, messagère lointaine, dont le front sort brillant des voiles du couchant. Voilà donc une autre personnification. Pâle étoile du soir, des étoiles qui sont pâles. Et ils ont un front. Normalement, le front, on parle du front chez les personnes. De ton palais d'azur, au sein du firmament, que regardes-tu dans la plaine? Alors toujours, c'est Alfred de Musset. Il parle toujours de l'étoile qui est dans son azur, dans le ciel, et qui regarde, il lui pose la question comme s'il la pose à une personne. Que regardes-tu dans la plaine? Alors, un autre exercice. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il attendait la guerre, elle attendait mon père. Vous voyez ici la même construction syntaxique qui donne un certain parallélisme. Et donc, vous avez la figure de style, c'est le parallélisme. Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. Duval. Alors, vous voyez la même construction encore ici. Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima, donc c'est le même verbe utilisé avec un autre sujet. Aima les oiseaux, le même complément, et inventa les cages. Voilà un autre parallélisme. Alors, je vais vous donner ensuite le résumé de quelques chapitres du dernier jour d'un condamné. Chapitre 2. Le chapitre annonce le début du procès du narrateur, inquiet, terrifié par l'idée de mort. Le guichetier le réveilla, émerveillé par le beau temps qu'il faisait, il l'emmena dans la salle d'assises. Sur son chemin, il décrivit en détail toutes les procédures et les coins parcourus avant d'atteindre la salle d'audience. Déchaîné, il s'apprête à subir la sentence, jouissant de l'air libre et éclairé. Il chassa toute angoisse tellement épris par le monde extérieur. Il entama la caractérisation des jurés, leur mine et leur entourage, tout en se forçant de prévoir le verdict à travers leur expression du visage. L'apparition de son avocat fermenta l'esprit. D'abord, il prévoyait la perpétuité à laquelle le condamné préférait la mort. Contrairement aux attentes de cet avocat battu par les juges, la peine de mort a été décidée dans 6 semaines. Par suite, la beauté des visages devint austère et les gens des fantômes. Résumé du chapitre 2. Le chapitre 2 rappelle la pensée cruelle de la peine de... le chapitre 3, pardon. Le chapitre 3 rappelle la pensée cruelle de la peine de mort. Pour alléger sa souffrance, le condamné à mort
universalise son verdict et se justifie. Tout le monde est sujet à cette peine de mort. Jeune ou âgé, malade ou portant, chacun attend surtout son tour, criminel ou honnête homme. La vie pour le narrateur ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle présente peu de mérite. Résumé du chapitre 4. Arrivé à la prison de Bicêtre, le narrateur nous offre non sans amertume une vie panoramique de ce lieu. D'abord, de loin, il a l'allure d'un château majestueux, grandiose. Cependant, de près, cet espace devint hideux, misérable, inspirant dégoût, amertume, pauvreté, dénuement, excepté les barreaux et les êtres vivants frêles qui se tiennent derrière. Chapitre 5, résumé du chapitre 5. Un accueil brusque attendait le condamné avec trop de vigilance. Au début, il a été traité avec douceur. Au bout de peu de temps, il subit le même sort que les autres détenus. Cependant, sa jeunesse, sa docilité, son latin et autres de ses bonnes qualités lui ont valu des faveurs, promenades, encre, papier, lampes, etc. La causerie avec ceux qui partageaient le même espace que lui. Il est allé jusqu'à apprendre leur argot, même si cela le répugnait. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore de votre attention et à très bientôt.